Ok, salut Loïc. Salut Laurent, Bienvenue donc dans mon podcast référencement. merci à toi de m'avoir invité. J'étais vraiment, c'est vrai que ça t'était apparu il y a quelque temps dans la communauté. Je crois qu'on s'est connus via Twitter, il me semble. Ouais, Ouais. Twitter, ouais. Et puis t'es devenu au fil du temps très très actif. Bon, en réaction dans les commentaires de blog, etc. Dans tout ce qui est. Et je me disais, qui est ce mystérieux Loïc Elias qui fait. Et surtout, je trouvais que disons ton discours, j'étais plutôt d'accord avec ce que tu racontais, donc j'avais envie d'en savoir plus. Voilà, en bref. Donc Loïc Elias, qui es-tu? Eh ben, Loïc Elias, j'ai 28 ans, je suis un peu un geek du web, hein, comme nous tous, on est la génération web. Moi, j'ai un parcours un peu particulier puisque j'ai commencé dans la banque. J'ai fait 3 ans dans la banque et puis je me suis dit que le web était beaucoup trop intéressant. J'avais l'impression de passer à côté de quelque chose. Et j'ai décidé de reprendre mes études et de me lancer plus ou moins dans différents projets. Et tout doucement, je suis passé auto-entrepreneur dans les métiers, tout en continuant mes études, que je termine bientôt. Des études de. Community Management. D'accord. Donc management, c'est en gros en ce moment, si t'as pas fait de réseaux sociaux, T'as t'as raté ta raté vie. ta vie, quoi. Moi, ce qu'il faut faire dire, c'est si t'as pas ton cloud à 50, t'as raté ta vie, quoi. Voilà, ouais. Et effectivement, l'enjeu est là. Après, est-ce que dans la réalisation, je suppose oui, déjà, très important, toi, tu es donc en indépendant. Hein. Tu travailles pas ni chez l'annonceur, ni pour une agence. Non, rien du tout. C'est uniquement des clients qui peuvent me contacter, donc soit par l'intermédiaire de mon blog, soit par le bouche à oreille. Ouais. Dans la limite de mes disponibilités, puisque j'ai un agenda très chargé, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en étant étudiant, j'étais aussi en alternance à côté dans les entreprises, donc emploi du temps très chargé. C'est du 15-16 heures par jour. Ah ouais, quand même. Et pas de week-end. Wow. Et ouais. Et donc au niveau commercial, quel est le vecteur qui t'apporte le plus de clients? Tu vas rire, c'est pas Twitter, c'est encore mon Facebook, parce que je n'y suis qu'à titre amical et avec mes amis, mon profil n'est pas ouvert. C'est essentiellement mon site internet et le trafic qui peut être amené par l'intermédiaire de blogs comme le tien ou d'autres confrères du milieu. Bouche à Donc, oreille aussi? bouche à oreille, oui, bouche à oreille, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même pas mal d'agences au jour d'aujourd'hui qui trustent, elles ont raison, hein, qui trustent le secteur, et que tout fraîchement arrivé sur la région de Bordeaux, c'est pas ce qui m'emmène, on va dire, le plus de clients au jour d'aujourd'hui. Et est-ce que tes clients, tu es obligé de les rencontrer IRL, enfin dans la vie réelle, ou est-ce que tu peux tout de la phase en amont, donc devis, etc., jusqu'à la réalisation à distance? Alors moi, je privilégie l'Internet et la communication à distance. J'ai eu à rencontrer un seul client sur Bordeaux parce qu'il était sur Bordeaux, mais mon emploi du temps et ma disponibilité font que pour l'instant, j'ai pas privilégié cette hypothèse. Et puis c'est surtout qu'elle ne constitue pas à l'heure d'aujourd'hui un frein au développement de mon activité. D'accord. Alors, si on n'a pas fait de SMO, enfin de Social Media Optimization, on a raté notre vie. Pour nous, Carrément. les vieux dinosaures du référencement, bon, on est un petit peu vexé de cet état de fait, surtout que euh, est-ce que est-ce que tous les community managers peuvent faire du SEO? J'en suis pas trop sûr, mais tous les SEO font forcément un petit peu d'optimisation pour les médias sociaux. Donc, j'ai l'impression ouais, il y a un petit peu une fracture entre SEO et SMO qui est en train de se dessiner. Et je sais pas, c'est un sentiment franchement personnel, hein, ça n'avance que moi, mais je voudrais pas parler de petites guéguerres, mais en tout cas voilà, il y en a c'est peut-être pas des milieux qui se côtoient dans la bonne humeur et c'est pas le meilleur des mondes, c'est pas des bisounours en tout cas.
Moi, sur cette réflexion, enfin, ceux qui ont eu la chance enfin, la chance, ceux qui ont eu le hasard de tomber sur les différentes réactions que j'ai pu publier sur différents blogs, puisque moi, je n'ai pas tenu à enflammer les débats. Je ne suis pas du tout là-dessus. Au contraire, pour moi, enfin, je suis vraiment contre cette philosophie de dire le SMO, prochain vecteur de trafic, prochain vecteur marketing. Non, moi, je le considère comme un levier supplémentaire, comme quelque chose qui coïncide avec une stratégie de référencement global. J'ai eu la chance, moi, de débuter par le référencement naturel. Et au jour d'aujourd'hui, le peu de choses que je peux voir, c'est que le SMO n'est pas du tout une stratégie de remplacement sur le SEO. Moi, je le considère comme un levier marketing, ce qu'on D'accord. appelle marketing et réputation, mais pas comme un agitateur de trafic périn et durable pour un site internet. Peut-être qu'on y viendra, mais au jour d'aujourd'hui, je comprends tout à fait les différents collègues et collaborateurs qui s'acharnent sur ce débat. Et moi, je pense que la chose la plus importante, ce serait tout simplement de mettre des chiffres. Ouais, ouais, Qui est capable de mettre des chiffres? ouais. Il y a un an et demi, j'avais fait un test sur un compte Twitter pour l'indexation des pages. J'ai vu que ça a été repris il y a pas mal de temps. Oui, Mais concrètement, rien de significatif. Il y a des pages produites sur certains sites qui ont plus de 200 ou 300 likes. Elles trustent pas les résultats. c'est clair. C'est clair. Surtout que là, C'est clair. j'ai eu un petit service où on pouvait acheter, je crois. Attends, c'était 30 euros, 50 commentaires et 100 likes sur YouTube. 30 euros, ça fait cher. 30 dollars, 30 dollars par contre. 30 dollars. Parce que je sais que pour 5 dollars, tu peux trouver 100 retweets sur Ah ouais, YouTube. d'accord. Donc, non, 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 il faut pas croire. Je pense pas qu'il y a de stratégie miracle là-dessus. Par contre, on peut pas, on ne peut pas ne pas considérer que cela envoie un signal au moteur, Ouais. quel qu'il soit. Après, de là à dire que, comme certains ont pu dire, le SEO c'est mort, allez tous à la casse ou passez community manager, je n'irai pas jusque-là, bien au contraire. Le poids du backlink est toujours aussi important à mon avis. Complètement. Ouais, ouais, non, c'est même sûr et certain. Tu peux faire tous les RT, tous les likes et les plus uns que tu veux. Rien ne vaut un bon vieux backlink. Par contre, un backlink n'apporte pas la notoriété et pas la popularité, la notoriété et ne contribue pas à la connaissance de la marque dans le cœur des utilisateurs. Ouais, mais ça, on va au-delà du simple. Honnêtement, moi sur mon blog, j'ai pas mis ces espèces de votes que je trouve artificiels et complètement binaires, hein. Que ce soit le like, le plus un, ça me convient pas du tout. Mais est-ce qu'on peut parler de notoriété ou d'autorité parce que on a qui a voté? Qui a fait les plus un? Qui a fait les RT? C'est ça. Un RT depuis une sommité de Twitter vaut plus que X RT depuis des comptes, disons, automatiques, je suppose. Pareil pour le like. Qui a fait le like? Qui a cliqué sur plus d'un? Moi, c'est ça, c'est là qu'est tout l'enjeu. C'est-à-dire, on a beaucoup critiqué Clout, l'indice de popularité pour les comptes Twitter. Alors, il vaut ce qu'il vaut, hein. Je crois que les critiques, c'est surtout par rapport à son algorithme plus ou moins secret. J'en connais un Mais autre. ouais, mais effectivement, enfin, il faut bien quantifier l'autorité. Il faut bien arriver à. Mon exemple, moi, c'est toujours, je dis, voilà, j'ai un blog je fais un billet de blog sur le Tibet. Qu'est-ce qui vaut mieux? 2000 commentaires d'internautes lambda ou un commentaire du Dalai Lama? Ben, moi, je dis, ça dépend. Si tu arrives à identifier que c'est le Dalai Lama, bien sûr que ça a plus de valeur. Mais Oui. si t'es pas capable d'identifier que c'est le Dalai Lama, bah, ça fait un seul commentaire, quoi. Ben, on est toujours dans la même, on est toujours dans la même philosophie que pour le Black Hat, hein. Il y a le Black Hat et le Black SEO et il y a le Black Hat SMO. Ouais, On a toujours le même débat, c'est à quel moment Google, à quel moment on est capable
de mettre en avant si c'est naturel ou si c'est pas naturel, si c'est orchestré ou si c'est pas orchestré. Pour l'instant, il semble que pour les deux camps, ça marche. Après, l'utilisateur, je pense pas qu'il sur la base des CMO, je pense pas qu'il s'y retrouve. Ouais. Mais là-dessus, je pense que il y aura toujours des gens qui auront un coup d'avance. Et on peut pas leur en vouloir, hein. Je veux dire, qui a dit que Google, Internet appartenait à Google? Pas moi, personne. C'est Google. Ok, je sais bien, mais il n'y a rien y a rien qui nous prouve. Et comme tu dis, le Dalai Lama qui commente sur mon blog, Google, je pense pas qu'il soit capable au jour d'aujourd'hui d'isoler le terme et l'influence que ce soit le Dalai Lama plutôt que sans autre personne. J'en suis moins sûr, honnêtement, hein, quand même, parce que le profiling de Google aujourd'hui va assez loin. Après, c'est clair que ça reste qu'un robot, donc il a pas il sera toujours limité, hein, il aura jamais la sensibilité que les humains peuvent avoir, ça c'est clair. Mais en couplant, je sais pas, tu sais, ils ont le concept des entités nommées, c'est-à-dire que le Dalai Lama, il va avoir un identifiant, comme Schwarzenegger ou comme Sarkozy. Donc grâce à cet identifiant, oui, ils peuvent quand même définir un certain degré d'autorité, hein. Par contre, le souci, c'est qu'est-ce que va faire Google des gens qui ne veulent pas justement être profilés? Ben, ouais, pour l'instant, ils ont, je crois que une chose à la fois, ils en ont déjà suffisamment pour faire des belles saloperies comme ce que j'ai raconté la dernière fois, hein, c'est-à-dire faire des partenariats avec la banque espagnole pour faire des prédictions économiques, hein, sur le marché, sur le secteur du tourisme en Espagne, ce qui est assez scandaleux, quoi. Euh, Enfin bon, un scandale parmi les autres. Là, j'ai encore lu un peu plus tard que avant-hier, je crois, le récit du gars qui a aidé le FBI je sais pas si t'as vu ça, par rapport à la vente, à la publicité de parapharmacie illégale, enfin Non, du Viagra et compagnie. non, je sais pas si. Ah, c'est assez énorme, hein, parce que c'est même remonté, enfin, ouais, j'en parlerai la prochaine fois, mais ils ont réussi à- alors ils ont fait un faux site de parapharmacie qui vendait ouais, des trucs depuis le Mexico. Non, c'était même pas de la parapharmacie, c'était une pharmacie carrément illégale, hein, depuis le Mexique. Et donc c'est le FBI, hein, qui a fait ça. Le site a d'abord été refusé par AdWords. Et ensuite, ils ont réussi à convaincre, à discuter avec des commerciaux AdWords, donc à contourner les règles AdWords pour quand même arriver à inscrire le site et à vendre comme ça. Et il paraît que même donc Larry Page, hein, était au courant à l'époque et tout ça. Enfin, ça a fait. Et puis ils ont fait, bon, c'est à l'américaine, hein. Ils ont fait un deal. Ils ont payé 500 millions de dollars, je crois, au lieu d'aller au procès. Et puis alors que ça mériterait bien d'envoyer quelques personnes en prison, un truc comme ça, parce que c'est. Mais ce qui est intéressant, c'est que oui, aujourd'hui, ben, celui qui met des publicités est quelque part aussi responsable, quoi. Alors qu'avant, ils disaient on a un million de clients, quand voulez-vous qu'on contrôle? Ben non, peu importe, hein, ils sont responsables, quoi. Ils sont responsables. Après, il faut pas s'écarter de l'idée que ça reste une entreprise privée qui offre un tas de services gratuits. Qu'on sait très bien que dans le marché du gratuit, c'est nous le produit. Hein, on en est tous d'accord. On est tous d'accord. Moi, j'aime bien garder en tête l'idée que il faut faire avec et on peut faire sans. Il y a aussi des moyens qui permettent de travailler sans Google. Alors, c'est méchant parce que c'est 90% du trafic en France, mais si 60 millions d'internautes décident de basculer sur un autre moteur de recherche, et Dieu sait qu'il y en a encore un d'ailleurs qui est en développement, qui ne devrait pas tarder à sortir, euh, ça ne tient qu'à nous. On est dans une règle aussi du jeu qui est clairement établie, hein. Google fait tout pour conserver les utilisateurs. Je me rappelle très bien de l'époque de la guerre entre Microsoft et Apple. Microsoft était sur le toit du monde. Au jour d'aujourd'hui, ils sont quand même en net recul. Rien n'est figé. Euh, Ouais. les entreprises un jour payent leurs erreurs. Alors peut-être qu'elles le paieront plus tard,
mais il n'y a pas de loi antitrust à l'heure actuelle sur Google, et je pense pas que ce soit, je pense pas qu'on y soit. Ouais. Qu'est-ce que quand tu parlais du moteur qui va être lancé, c'est quoi? C'est Volunien, c'est ça? Ouais, c'est encore. Je sais pas si c'est pas. Non, J'en sais mais rien. Peut-être que ça va sortir, mais le gars, il a fait, fabuleux. Il a fait une annonce et puis ça a été relayé partout. On n'a rien vu de rien du tout. rien, je vais sur le site, c'est toujours marqué bientôt. Non, mais ce que je veux dire, en fait, c'est pas spécialement pour faire la promotion de ce moteur. Je ne sais pas du tout ce qu'il en est, je ne sais pas ce que ça vaut. Mais quand une entreprise est puissante, plus elle est élevée et plus elle est proche de tomber, en fait. C'est clair. C'est des cycles. Google n'a jamais été aussi gros. Et j'en parlais encore avec des enseignants qui pouvaient intervenir. Et Dieu sait qu'on n'était pas d'accord. Je dis que plus on est gros et moins on voit la menace arriver. Il y a tout un pan de la recherche d'information qui échappe à Google. J'appellerais la recherche sociale, où tu vois, on pose une question sur Twitter ou sur Facebook, et on préfère que notre cercle, en fait, réponde. On pense que la réponse sera plus qualifiée par rapport à. Oui, moi le premier, hein, quand j'ai besoin, par exemple, d'un outil ou lié au web ou à mon boulot. Je pose la question sur Twitter plutôt que demander à Google parce que j'ai confiance dans les gens que je suis et qui me suivent pour pouvoir m'apporter une réponse bien plus qualifiée que ce que je pourrais trouver en tapant les mots-clés dans Google. Ça, Euh, c'est la faute d'un mot tout simplement d'une remise en question aussi du référencement. Si le référencement était parfait, tu n'aurais peut-être pas forcément besoin de demander à tes amis. ouais, donc transition vers une nouvelle fonctionnalité qui, à mon avis, est vraiment poussé, trop poussé artificiellement par Google, hein, tout le truc Google Plus, et maintenant on en vient donc à Search Your World, c'est ça? Mm. Quel est ton avis là-dessus, sur le fait qu'ils essaient justement d'introduire des réponses de ton cercle, de tes cercles, dans les résultats de recherche? Ben, moi, on peut en tirer deux avis. La première réponse, c'est si je travaille pour un grand groupe avec des millions de fans, je suis super content. Parce que ça me permet encore plus d'accroître mes positions dans les résultats. Plus j'ai de fans, plus j'ai la possibilité d'avoir mes résultats qui remontent. Si je suis un petit artisan, une petite PME ou quelqu'un tout simplement qui vit du web, hein, sans parler de catégorisation des intervenants, euh, c'est pas forcément opportun. Après, moi, je suis vraiment pas fan du flicage et encore moins. C'est vraiment une des choses sur laquelle je suis le plus critique, c'est vraiment ces dernières évolutions, quoi. Autant je suis quelqu'un qui apprécie Google sur pas mal de choses, notamment tout cet aspect gratuit, autant là, j'ai l'impression quand même qu'on va un peu plus loin. Par Ouais. contre, si jamais ils décident de ne pas faire machine arrière, et je pense qu'ils ne sont pas partis pour faire machine arrière, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va tout simplement être obligé d'en Ouais. prendre compte, d'essayer de jouer avec. Ben ouais, je regardais sur Google aujourd'hui, ouais, entre 15 20 clics différents, des choix multiples, ça devient effarant quoi, hein. C'est par rapport au Google d'antan, ça n'a plus rien à voir. Et Non. puis surtout, effectivement, ça limite, ça montre aussi peut-être ses limites parce que s'il est on pose une question au moteur et il fait intervenir disons voilà comment dire, les suggestions de nos cercles. Mais si ça veut dire qu'il faudrait avoir en fait des relations dans à peu près n'importe quel sujet, Oui. ou tout du moins que je vois pas comment il peut euh, valoriser la vie de nos cercles. Ça veut dire qu'il est incompétent pour retourner une bonne information. C'est-à-dire, je veux demander un électricien ou un peintre. Pourquoi il faudrait que ce soit mes cercles qui soient scrutés pour retourner cette information? Il devrait être capable de le faire lui-même. Ah, C'est exactement comme ça que j'interprète, c'est qu'à partir du moment où Google se remet à l'utilisateur, c'est qu'il a compris qu'il n'était pas forcément le plus pertinent. voilà.
C'est une faille, ce Mm. qu'on appelle la folksonomie, c'est-à-dire la recherche guidée par les utilisateurs, par son cercle, la recherche par communauté, en fait, en quelque sorte. Euh, pour moi, c'est ni plus ni moins, si on l'interprète d'un point de vue technique, c'est ni plus ni moins que de rejeter en fait la faute, ou du moins son manque d'expertise sur des recherches qui sont liées à ces cercles. Je trouve ça vraiment particulier dans le sens où un moteur de recherche qui, depuis le début, a pour modèle la pertinence et le meilleur résultat pour l'utilisateur, puisse en fait se retirer de son activité principale. Si on est bien d'accord qu'il y a quand même un retrait sur l'activité principale, si on bascule Ouais, sur l'utilisateur. C'est nous qui font le moteur de recherche. tout à fait. Ouais, ouais, ouais. Et tu vas même prendre, en fait, je crois qu'il y a 90 millions d'utilisateurs Google+. Il doit y avoir 3, je crois, je sais plus si c'est 200 ou 300 millions d'inscrits sur Gmail, mais c'est une faible portion du web, ça. Combien? 7 milliards on est? 6 Ouais, milliards? donc alors, est-ce que ça va être, voilà, t'as un compte Google ou pas? Est-ce que le monde va se diviser entre ceux qui sont googlés et ceux qui sont pas googlés? C'est ouais, c'est un petit peu bizarre, quoi. Enfin bon, D'autant plus que, sans vouloir être méchant, si jamais les référenceurs ou quelque communauté que ce soit arrivent à manipuler ces résultats, hmm, ça peut être très très dangereux. ouais. Bah, on va bien essayer, hein. Et le J'y ai regardé aussi, hein. et du coup, est-ce que tu t'intéresses à Bing un petit peu? Alors Bing, tu vas rire, la semaine dernière, il y a 15 jours, j'ai publié sur Twitter, je ne sais pas pourquoi, j'ai dû lancer Internet Explorer dans l'entreprise dans laquelle j'étais. Et figure-toi que je savais même pas qu'en fait la page d'accueil de Bing était une page plus ou moins d'actualité avec un fond d'une couleur, une image. J'ai découvert ça il y a 15 jours. D'accord, Plus de 10 ans que je suis dans le web, j'ai découvert qu'ils avaient une page personnalisée sur Bing. Non, ben non, tout simplement non. d'accord. Je pourrais pas t'aider là-dessus. C'est vrai que Bing, ben, je sais pas, mais travailler sur les 90%, enfin, vis-à-vis du client, je trouve que c'est beaucoup plus pertinent que de travailler sur les 6 ou 4%, je sais plus exactement. En Donc, France, ouais, c'est à peu près ouais, ça. ouais. Bah écoute, on a toujours voulu d'autres moteurs de recherche, mais j'y réfléchissais, je me disais, en fait, on serait vraiment bien emmerdé parce que s'il fallait optimiser pour tous ces moteurs, pour plusieurs moteurs, ça serait beaucoup plus compliqué. Tandis que Google, on sait très bien comment il marche, on sait très bien optimiser pour. Mais je me rappelle à l'époque où il y avait donc Yahoo, Bing et Google, avoir un Et bon voilà. positionnement sur les trois, c'était une sacrée paire de manches, hein. Et là, je parle de même à l'époque où c'était vraiment beaucoup plus facile, quoi. Aujourd'hui, un site qui est bien posé sur Google a quand même de fortes probabilités de bien apparaître sur Bing. Je pense aussi, mais comme Moi, toi, je te dis, je me suis pas penché assez sur la question pour pouvoir, même si effectivement, je trouve que d'après moi, le différentiel est de quelques pourcents, hein, 4-5% au maximum, mais j'ai pas essayé en tout cas de faire une optimisation spéciale Bing, quoi. je Donc, t'avouerai que je ne connais pas les. Autant je suis assez renseigné, puisque c'est vrai que je m'intéresse énormément au SEO. Autant on a quelques infos, du moins on peut relever quelques facteurs qui semblent fonctionner. Je ouais. dirais des secrets. Autant sur Bing, j'en connais même pas, hein, quoi. C'est ni plus ni J'ai moins que du hasard. mot-clé dans le nom de domaine. Donc, oui, oui. Ça marche bien. Alors, sinon, autre sujet brûlant. Le conseil à 12 000 euros. Le- Le conseil 12 000 euros, c'est donc, voilà, qu'est-ce que tu voudrais dire à Olivier Lévy si tu voulais lui donner un conseil aujourd'hui? Ben, moi, si je devais donner un conseil, là, je m'écarte un petit peu de moi, ma fonction, mais je représente plus les collaborateurs freelance. J'ai cru comprendre il y a quelque temps que monsieur Lévy se réjouissait de travailler en agence parce que pour lui, être freelanceur, c'était être seul dans sa cave. Ben, je suis un peu déçu parce que je pense qu'il n'a pas tout compris. Je sais que moi, ça fait maintenant un peu plus de 2 ans que j'ai l'habitude de travailler avec d'autres indépendants
ce soit des freelances ou sous n'importe quelle forme juridique. Et moi, j'en suis super satisfait. D'une, parce que on peut monter des équipes de choc, chacun avec ses spécialités. Moi, au jour d'aujourd'hui, j'ai deux rédacteurs web, un infographiste, un expert accessibilité web, enfin vraiment des gars super bons dans leur domaine, et que pour chaque client, on est capable de répondre à une problématique globale pour un coût qui est généralement à l'avantage du client. Euh, la deuxième chose que je trouve très importante, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, pour des petits clients, il est de plus en plus difficile d'accéder aux agences web parce que le ticket d'entrée est beaucoup trop élevé, ou du moins la problématique de l'entreprise ne correspond pas forcément en termes de chiffres à des solutions intéressantes pour l'agence. Ouais. Ce que je trouve vraiment dommage, parce que nous, au jour d'aujourd'hui, on a énormément de petites et moyennes entreprises qui nous contactent pour même des prestations à 500, 600 euros. Il en faut pour tout le monde. Je veux dire, le boucher charcutier qui est sur Bordeaux, par exemple, il n'a pas besoin d'être référencé sur la France entière. Bien sûr. Il en faut pour tout le monde. Donc, moi, je dis spécialisation. On peut monter des équipes super intéressantes, un meilleur rapport qualité-prix pour le client. Et puis, sincèrement, quand on se réunit ou quand on travaille ensemble, on s'éclate, quoi. Hmm. Donc, Ouais. monsieur Lévy, regardez du côté des freelances, il y a des très bons, hein. La liberté, ça s'achète. Ok, donc c'est ça le conseil, c'est d'essayer ouais, de voir de plus près ce qu'est réellement le monde des freelances, quoi. Et sincèrement, c'est vraiment un monde qui échange énormément. Moi, je sais que ça fait 2 ans que je suis sur des projets collaboratifs, notamment, tu dois le connaître avec Nicolas Essio, qui a fait le Panda Ouais. Arnold. Nico SEO, donc on travaille sur GHS Tool depuis quelques temps, et faut le dire, quoi, on s'éclate, quoi. Ouais. On s'éclate, on a besoin d'un tel, il passe un message, je passe un message, on trouve quelqu'un, c'est super réactif. Non, franchement, moi j'aime beaucoup. Puis le dernier argument de poids, c'est que sincèrement, en agence, on perdrait de l'argent, nous, les freelances. C'est clair. C'est pas que la pas du gain, mais on perdrait de l'argent, on serait malheureux. Alors, c'est en plus de mentalités différentes, hein. Je connais des référenceurs en agence qui sont très talentueux, hein, qui Ah, en savent. ça n'enlève Mais rien. ils ont envie, ils ont pas. Voilà, ils terminent à 18, ils arrivent à 9h, ils terminent à 17h, 18h, puis basta, ils ont leur salaire, et puis c'est tout, quoi. C'est une autre mentalité. J'en connais aussi qui sont en agence et puis qui sont freelance à côté. Ça aussi, oui. Donc, le portage salarial a pas mal amené à ce niveau-là, surtout pour ceux qui veulent faire un peu de consulting. C'est une très bonne méthode, quoi, pour en plus de son salaire. Ah oui, maintenant il y a le truc d'entrepreneur individuel en France, mais bon, c'est quand même assez limité, je trouve, au niveau chiffre d'affaires, quoi, hein. Et puis nous, les auto-entrepreneurs, on ne sait pas Mm. non plus ce que ça va donner. On sait qu'il y a les Ouais. élections, on ne sait pas ce que ça peut donner par la suite, quoi. Pour donner une petite échelle de valeur, l'équivalent du statut auto-entrepreneur pour chez moi en Andorre, la limite, je crois, est à 150 000 euros. En service? Peu importe. Peu importe. Mais tu vois, mais je crois que c'est 30 000 euros. Enfin, Oui, c'est bridé l'envie d'entreprendre, hein. oui, mais le souci, c'est que ça fait aussi de la concurrence à d'autres formes juridiques qui avaient été mises en place, et du coup, il fallait que tout le monde y trouve aussi son intérêt. Moi, à l'époque, j'étais dans la banque. Quand le statut d'auto-entrepreneur est arrivé, j'ai carrément vu des gens qui étaient en petite société basculer en auto-entrepreneur. Ouais, mais après, tu sais, tu montes ton URL ou ta SARL, tu vas aussi arriver à une espèce de capping qui fait que tu vas être obligé d'en créer une deuxième structure, etc. Non, bonjour l'angoisse, quoi. Enfin Ben, bon, c'est un autre sujet. Ok, sur ce, bah écoute, ça y est, on va approcher de la demi-heure fatidique qui fait que nos chers lecteurs, auditeurs me disent que après ça va être trop long. Donc je te remercie beaucoup pour c'est moi. avoir pris le temps de papoter. Et puis, écoute, peut-être à une prochaine fois, justement, pour voir comment ça évolue. Si peut-être même j'avais idée de illustrer concrètement un projet, comment, tu vois, peut-être du cahier des charges ensuite au suivi, etc., l'analytics, comment on fait le retour sur investissement, comment on entreprend comment on va sur les réseaux sociaux de manière efficace, parce que bon, il y a beaucoup de
Beaucoup d'esbrouf, beaucoup de gadgets, mais des trucs qui marchent et qui m'étonnent, bof. Mais on est encore un peu, on est encore un peu dans le flou sur certaines choses, hein. Tout n'est pas encore maîtrisé, c'est la difficulté des métiers émergents. Mais on s'en rapproche, on travaille dur. Voilà, justement. Ok, merci Loïc, à très Merci. bientôt. Bonne journée. Ciao. Ciao.